Nous revoici avec une session consacrée à la production virtuelle. On en a déjà parlé au PIS, mais on avait manqué justement de cas d'études. On était beaucoup dans des choses en expérimentation. On avait évidemment tous l'exemple de Mandalorian. Et là, on a enfin une série française qui utilise la production virtuelle. Et donc, vous pourrez découvrir les images un peu plus tard. Cette série, elle est actuellement en cours de production. Donc, c'est un vrai cadeau que nous fait Quad Drama. Et on est très heureux, je suis très heureux d'accueillir pour parler de Vortex, Cédric Herbet, qui est producteur VFX chez Fix Studio. Jérémy Tondowski, qui est président et cofondateur de Neo7, qui s'est occupé de la production virtuelle. Roman Turlur, qui est producteur chez Quad. Et Slimane Baptiste Beroun, le réalisateur de la série Vortex. Voilà. Alors, donc Cédric, Jérémy, Slimane ici, et Roman. Voilà. Je dis ça parce qu'on est en même temps diffusé en digital, donc voilà, il y a une certaine rigueur au niveau des places. Voilà, en tout cas, merci à vous, on est très heureux parce que Vortex, comme je disais tout à l'heure, est encore en pleine post-production. On peut enlever le match si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Et donc, on était vraiment intéressés justement d'avoir des premiers retours d'expérience sur un tournage en production virtuelle. On sait que ça offre des nouvelles perspectives aux créateurs, aux équipes de production. Et donc, c'est l'occasion d'échanger à la fois avec, je dirais, le côté création avec la réalisation, avec la production, mais également les équipes techniques et puis le VFX et voir comment tout ça s'est organisé. Mais avant de démarrer, peut-être de dire de quelques mots le pitch de la série Vortex. Roman. Voilà. Merci. Ça marche ? Ok. Merci. Bonjour à tous. Oui, Vortex. Donc nous sommes en 2025 dans une légère anticipation à Brest. Ludovic Béguin a 52 ans, c'est un capitaine de police judiciaire et il a perdu il y a 27 ans sa femme, l'amour de sa vie. Ils venaient de s'installer ensemble, d'acheter une maison, ils venaient de faire un bébé. Ils avaient 25 ans, ils s'aimaient follement. Et tout à coup, Mélanie meurt soudainement sur une plage, la plage de Corsen en Bretagne, et tout s'arrête. Tout s'arrête. Ça semble être un accident. On est le 7 juillet 1998. Mais soudain, en 2025, dans une scène de crime reconstituée en réalité virtuelle, s'ouvre une faille spatio-temporelle. Une faille spatio-temporelle qui permet à Ludovic de communiquer avec Mélanie. Donc Mélanie et Ludovic arrivent à communiquer, chacun dans leur temporalité. Elle en 1998, lui en 2025. Évidemment, c'est l'impensable et l'incroyable qui arrive. Ludovic apprend à Mélanie qu'elle va mourir dans 11 jours. Il lui dit qu'il peut peut-être la sauver, qui peut peut-être contrarier le destin. Mais la sauver d'une mort certaine risque de mettre en l'air la sienne et de lui faire perdre tout ce qu'il a mis tant de temps à reconstruire. Sa femme Parvana et son fils Sam. Donc, à partir de ce point de départ, il y a évidemment des questions de mise en scène, bien entendu, mais également de voir comment on va mettre en place ça, comment on va le filmer et quel outil on va utiliser. Et justement, quand vous avez commencé à travailler sur la préparation de cette série, quand est-ce que vous avez pris la décision d'aller vers ce type d'outil, notamment pour cette relation entre les deux protagonistes ? Évidemment, on ne savait pas du tout au début qu'on irait vers la production virtuelle, vu que c'était assez balbutiant et qu'il n'y avait que l'exemple de Mandalorian. En fait, très très tôt, on a vu qu'il y avait une complexité de production dans cette série, de par l'aspect fantastique et la faille spatio-temporelle et tout ce qui était en train de s'écrire. Mais bon, on n'était pas encore dedans, donc on a
On a consulté Fix Studio, qui est une société interne à Quad Drama qu'on connaît bien, et on leur a demandé de faire une expertise très en amont des scénarios et de nous dire ce qu'ils en pensaient et comment ils pouvaient arriver à projeter la chose, parce que Iris Buchet et moi qui produisons la série, on n'est pas très technophiles. Enfin, en tout cas, c'est pas notre cœur de métier. Donc ils ont lu, voilà, nous on pensait tout de suite on a pensé plus directement aux effets spéciaux classiques, et puis en fait eux sont arrivés en nous disant mais est-ce que vous avez vu The Mandalorian, est-ce que vous connaissez la technique de la production virtuelle, etc. Donc ils nous ont exposé ça en disant ce serait un super challenge et ça n'a jamais été fait en France. Évidemment, pour des producteurs, se lancer un challenge comme ça, c'est toujours très excitant. Donc on s'est dit pourquoi pas. Évidemment, il y avait tout un ensemble de modalités à mettre en place, et puis surtout pouvoir discuter avec un réalisateur qui éventuellement serait enclin à expérimenter cette technologie. Et en fait, très vite aussi, on a intégré Slimane dans la boucle, enfin voilà, tout ça s'est fait très en amont avec beaucoup de préparation, de discussion, et petit à petit, on s'est tous jetés un peu dans l'inconnu puisque ça n'a jamais été fait en France, en se disant, on prend le pari d'essayer de faire ça et de voir ce que ça peut donner, avec tous les avantages et les inconvénients que ça peut avoir, dans le sens où quand on lance quelque chose d'assez expérimental comme ça, on peut aussi essuyer les plâtres d'une technologie qu'on ne maîtrise pas encore totalement. Et évidemment, j'oublie Neo 7, évidemment qu'on a intégré dans la production virtuelle. Enfin, ils expliqueront tous bien mieux que moi ce qu'ils ont fait exactement, mais voilà, entre Slimane et toute la mise en scène et toute l'équipe technique, Fix et Neo 7, on a fait la production virtuelle et on en est content aujourd'hui. Après, on n'a pas fini, on est en post-production. Justement, quand vous avez pris cette décision d'utiliser cet outil, en tout cas de faire des tests au départ, on en parlera, quel type de séquence, au-delà de celle de la plage qu'on a évoquée, que vous avez dit, tiens, celle-ci, ça serait bien qu'on les fasse en production virtuelle? Je vais laisser parler Slimane parce qu'il en parlera beaucoup mieux que moi, vu qu'il a un peu tout maîtrisé. De toute façon, il y a une scène phare qui revient de manière récurrente dans cette série, qui est vraiment la spécificité de la série, qui est la faille spatio-temporelle sur cette scène de la plage du Vortex où tout se passe, ou en tout cas toute la magie de la série se passe en priorité. Donc il fallait faire des tests là-dessus. Je te laisse parler, Slimane. Je pense que c'est plus... Oui, en fait, il y a plein de décors dans un même décor grâce à cette technologie. Donc on avait la plage, on a la plage sous plusieurs météos, sous plusieurs effets, jour-nuit, temporalité. Il y a les séquences de voitures auxquelles on pense, parce que c'est majoritairement utilisé encore pour ça, la production virtuelle. Mais on a aussi pu faire des séquences où la voiture est dans un décor qui en fait n'existe pas. Donc on a et les séquences de voiture et un extérieur voiture qui n'existe pas. On a plein d'inserts aussi qui sont faits en production virtuelle. Donc des fois c'est des séquences entières et des fois c'est des petits plans disséminés à droite à gauche au fur et à mesure où on avançait aussi dans le tournage. On se rendait compte que ça c'est un plan qui pourrait rentrer dans la production virtuelle. Voilà. Et toi, dès le départ, tu étais plutôt partant, justement, parce que c'est, comme on le disait, c'est une nouvelle technologie que tu n'avais encore jamais expérimentée, et que quasiment personne en France a commencé à expérimenter, et de se dire, bon, voilà, on va voir, on se lance. Comment ça s'est passé, justement, ce processus? Moi, comme on dit dans le milieu, j'étais chaud patate pour utiliser ce genre de techno. En fait, ce que j'ai vraiment apprécié dans cette approche, c'est que pour le coup, c'est une approche qui est très technologique, mais qui est aussi très en adéquation avec le respect de l'univers fantastique qu'on essaie de créer. Parce que dans cet univers fantastique, Ludovic, lui, il est dans une salle de réalité virtuelle. C'est une vidéo qui est filmée par des drones à 18h30 sur une scène de crime. Il met ses lunettes et il est toujours projeté dans cette vidéo à 18h30 sur une scène de crime. Et quand Mélanie, elle est vraiment sur la plage, pour elle, il peut être midi, il peut être minuit, donc ce serait la nuit, etc. Mais elle est physiquement sur une plage, donc elle prend le vent dans les cheveux, et lui, il est physiquement dans une salle de réalité virtuelle, donc il ne prend pas le vent dans les cheveux. Et plutôt que de se dire, on va tout faire sur une vraie plage, et puis c'est pas grave, le vent, etc. Non, on s'est dit, le respect de la cohérence de l'univers fantastique passe par le fait qu'il faut que ce soit toujours la même météo, donc 50 séquences de météo raccord à Brest, on sait déjà que ça nous emmène plutôt vers du studio, qu'il faut qu'on maîtrise le vent sur un des deux personnages, donc pareil, ça nous emmène plutôt vers du studio. Donc ça permettait
de penser différemment l'approche en fait, de qu'est-ce qui pouvait se passer sur cette plage, comment on fait le transfert d'un décor à un autre, parce qu'en fait, comme le décor n'existe pas, on peut très bien imaginer que la pièce virtuelle elle-même n'existe pas et que la passation entre quand il met ses lunettes et qu'il arrive sur la plage, tout ça on le voit en direct. Donc non, c'était hyper enthousiasmant d'imaginer plein d'effets qu'on pourrait voir tout de suite, quasiment en version au moins bêta sur le set avec les personnages et avec les comédiens. Alors, il y a eu des longues étapes de tests, d'essais avant d'arriver au tournage. Et pour que vous puissiez tout comprendre, je vous propose qu'on découvre justement le cheminement et le développement justement de toute cette phase de production. Voilà. Merci. Voilà, suite au prochain épisode. Cédric, j'aimerais que justement on parle un petit peu de ces images, qu'on voit que les premiers tests, la photogrammétrie commençait en juin, je crois, pour le tournage au mois de novembre à Épinay-sur-Plage, Épinay-sur-Seine, les studios d'Épinay. Voilà, j'aimerais qu'on revienne justement sur différentes étapes jusqu'au moment du tournage. En fait, tout simplement, les étapes de préparation de notre plage de synthèse sont paradoxalement les mêmes que celles employées par la police scientifique dans le scénario. Et je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que cette technologie de travailler en production virtuelle sur la base de scènes 3D en temps réel est typiquement celle qui est présentée et utilisée par la police scientifique dans le scénario. Donc c'est là où, en fait, très rapidement, à la lecture du scénario, on a été pour le coup proactif pour utiliser ces technos. À propos de la plage, donc, dès lors que la plage de Corsin, Point de Finistère, a été castée,
On a nous aussi envoyé une équipe de dronistes qui ont fait une topologie complète du terrain, à peu près 15 000 photos, qu'il a fallu ensuite réassembler et interpréter dans un logiciel 3D en reproduisant la topologie exacte de cette plage, les falaises, etc. Deuxième étape, dès lors qu'on avait travaillé ce premier élément, en fait, on a commencé à discuter avec la mise en scène sur les différents lieux, en tout cas les différentes localisations de ce décor dans lequel en fait, on allait poser les caméras, avant tout pour pimper la scène et avoir un niveau de détail encore plus pertinent que sur la plage au global et intégrale. Dès lors que ce travail était fait, en fait, on a eu des premiers essais en conditions, à la veille on va dire des quelques vacances que chacun pouvait se permettre cet été avant le tournage. C'était du coup en conditions plateau, et pour la première fois, chacun découvrait ce fameux premier tiers de la plage derrière la caméra, avec ce décor qui suit en temps réel les mouvements de l'opérateur et des comédiens à la face. Voilà, ça c'était, on va dire, la toute première étape. On a continué, nous, le travail d'optimisation de la plage tout au long de l'été pour ensuite avoir vraiment, quelques jours avant le pré-light de novembre, une scène intégrale pouvant être photoréaliste et en même temps dans une 3D temps réel pour enfin commencer à la travailler ensemble avec les différentes équipes. La mise en scène, bien sûr, la lumière, mais aussi et surtout la déco. Comme on peut voir sur les images, on n'a pas utilisé que les moyens techno. Forcément, les VFX, comme d'habitude, s'appuient aussi et beaucoup sur le travail de la déco qui permet de mieux intégrer les choses aussi. Donc, très vite, le choix a été fait par tous d'avoir une surface au sol qui ne soit pas une projection de nos scènes 3D, mais tout simplement un vrai travail de déco avec des factices de rochers, 5 tonnes de sable, je crois, qui ont été aussi apposées, 12 tonnes de sable. On parlera justement aussi de la collaboration effectivement avec les différents postes techniques, qui est un point évidemment essentiel et important, et notamment la déco. Il y a ce lien et cette relation de travail justement avec Neoset, qui s'occupe de la production virtuelle, qui s'occupe également du plateau. Quel type de technique avez-vous utilisé, Jérémy, justement, sur ce projet-là en particulier? Alors, bonjour. Donc, Jérémy de chez Neoset. Alors nous, on a fait, par rapport à la production, on a fait une espèce de supervision technique. Nous, on est spécialisé dans les tournages sur écran LED. Donc on a fait en amont pas mal de préparation avec les différentes équipes, notamment l'équipe caméra pour soulever toutes les problématiques caméra, image, de tourner devant les écrans LED. Voilà. On a beaucoup travaillé avec l'équipe de Fix Studio en amont sur les problématiques de temps réel, parce qu'on est sur du décor effectivement 3D qui doit tourner en temps réel à une 50aine d'images par seconde pour être fluide sur le plateau. Donc on a travaillé pas mal en sous mode d'aller-retour avec on avait un petit système de comment dire, pour tester la scène, pour voir à combien elle tournait. On leur faisait des retours, on faisait de l'optimisation vraiment purement technique pour accompagner le fait que ça tourne correctement sur le plateau. Voilà. Ensuite, sur le plateau, on a fait, alors pour rentrer un peu, voilà, pour se donner un peu une idée de là où on a tourné, donc on a tourné dans les studios d'Épinay chez TSF avec les installations de PRG. C'est donc... Déjà, petit point de précision, sur ces installations, elles étaient déjà en place? Vous avez ajouté des éléments spécifiquement pour le tournage? On a tourné avec des installations qui étaient en place. On a fait modifier un petit peu tout ce qui était au plafond pour avoir un plafond, mais c'était surtout pour les plans en voiture, pour avoir des reflets sur les pare-brises, la partie en voiture qui est venue à la fin du tournage en studio LED. On avait donc une installation qui est en place, qui est un demi-cylindre en gros de 15 mètres de diamètre, de 5 mètres de haut. Ça fait 120 mètres carrés d'écran, avec donc un espace de travail au milieu qui est, on va dire, entre 80 et 100 mètres carrés utiles. Voilà, la diffusion se faisait via un Disguise, qui est un modèle un média serveur qui est initialement prévu pour les stades, mais qui sait gérer Unreal en interne.
Voilà, et nous, on venait se raccorder dessus avec des outils propres à Neo 7 qui permettaient d'étalonner plus précisément pour faire l'intégration, puisque finalement, travailler sur écran LED, ça revient à faire de l'intégration fond vert en direct. Donc il y avait un gros sujet sur pouvoir travailler l'étalonnage de manière assez précise et parfois par zone pour faire l'intégration en direct sur le plateau et travailler avec les équipes lumière. Fix, vous êtes habitué à faire des tournages sur fond vert. C'était également pour vous une première expérience, parce que c'est vous qui avez guidé quelque part Quad en disant voilà, on pourrait utiliser cette technique-là pour ce projet-là. Vous avez appris finalement en faisant sur ce projet? Ouais, totalement, comme tout le monde en fait, puisque c'est vrai qu'on a autant été proactif pour et chaud patate pour filer sur cette techno, et en même temps totalement novice. On gère la 3D, on a un bon niveau d'expertise, on a une forte connaissance des tournages VFX sur base fond vert, bien sûr, mais là pour le coup c'était une réelle nouveauté. Ouais. On a aussi un petit peu cumulé les mandats dans la difficulté, puisqu'on s'est rajouté un tournage multicam. Donc c'était aussi un vrai challenge avec la team de Neo 7 d'avoir à faire tourner 2 scènes on reel en live, justement pour être au service de la mise en scène et des comédiens surtout. Voilà. Alors, pour la production virtuelle, à l'inverse des productions plus classiques, il y a un temps de préparation qui est beaucoup plus important, puisque ce qu'on avait l'habitude, on préparait justement parfois après le tournage. On disait souvent on verra ça en post-production, ce qui est évidemment impossible en production virtuelle. Comment s'est passée la préparation au niveau des séquences de la mise en scène, Slimane? En fait, effectivement, on doit avoir en amont ce qu'en général on délègue pour plus tard. Donc là, il faut que quand on arrive sur le plateau, tout soit que la plage existe, qu'on sache comment l'éclairer, où est le soleil. Donc typiquement, ça demande un découpage assez précis. On a une séquence en plus dans Vortex qui combine et des plans qui sont forcément tournés sur la vraie plage et des plans qui sont tournés en studio. Et les deux doivent être mixés, donc on fait un puzzle à 3-4 mois d'intervalle. Et ensuite, on doit assembler tout ça. Donc ça nous a demandé un travail de storyboardage, en fait, ni plus ni moins, extrêmement précis, auquel on adjoint plan par plan une idée de comment on réalise l'effet. Est-ce que c'est full de la production virtuelle? Est-ce que c'est de la production virtuelle en double passe? Est-ce qu'il y a de la production virtuelle et un peu de verre? Voilà. Et par étape, en fait, sur tous les plans, en plus de la vignette, on va déterminer quelle techno on va mettre en place pour faire le plan. Et donc ça, il faut qu'on l'ait déjà quand on part sur la plage, parce qu'on va ramener la matière première à cet endroit-là. Et puis, il faut que ce soit hyper calé, parce que quand on fait de la lumière sur un plateau comme ça, en fait, on utilise plus de lumière que ce qu'on utilise sur le reste de la série. Parce que les écrans, après nous, on s'est compliqué la vie. On faisait un coucher de soleil sur une plage. Donc forcément, pour faire du soleil en studio avec un mur de LED déjà qui envoie, voilà. Donc en fait, ça crée une inertie aussi. Et donc il faut savoir où on met les sources principales, parce que si on se retourne, ça coûte du temps et c'est compliqué. Donc il faut que tous les corps de métier sachent déjà un peu ce qu'on va faire. Voilà. Et donc d'un côté, on prépare beaucoup. Et de l'autre, une fois qu'ils se rencontrent dans le vortex, finalement, c'est deux personnages qui discutent sur des séquences qui sont extrêmement émotionnelles. Donc c'est ça qui est compliqué dans Vortex, c'est que le côté le plus techno du vortex peut donner l'impression que c'est un truc hyper SF, et en même temps, c'est dans le vortex que se passent les séquences les plus émotionnelles de drame. Donc les deux se mélangent à cet endroit-là, et il ne faut pas que la technologie prenne le pas sur l'émotionnel. Donc il y a aussi quelque chose que nous permettait cette technologie, c'était de laisser une certaine liberté aux comédiens. C'est-à-dire qu'une fois que le décor il existe autour d'eux, il y a des séquences où moi, en tant que directeur d'acteur, je ne peux pas leur dire écoute, là, tu pleures à ce moment-là et tu vas t'asseoir là. Non, il faut qu'ils le ressentent. Donc la mise en scène, des fois, doit se calquer sur, s'adapter au déplacement du comédien, à ce qui nourrit, ce qu'il ressent. Et du coup, on les laissait faire en répète, et puis on regardait comment ils évoluaient, et ensuite on mettait les caméras en fonction, et ça c'était possible parce qu'on voyait tout de suite où ils étaient dans le décor. Et donc quelque part, et on doit beaucoup anticiper sur les séquences de VFX, et puis en même temps, quand on doit avoir de la liberté, on peut l'avoir pour laisser de la place aux comédiens. Donc on l'a dans le jeu des acteurs notamment. Par rapport à un tournage classique, quels ont été les bénéfices, à la fois pour toi au niveau de la mise en scène, mais également avec l'ensemble des différents postes techniques qui étaient sur le tournage? Il y a effectivement ce truc on voit tout de suite. On voit tout de suite ce qui se passe. Et pour les techniciens, déjà, c'est super, parce qu'on a
c'est concret, mais c'est surtout pour les comédiens, j'enfonce une porte ouverte, mais évidemment qu'un comédien, on a fait des séquences fond vert, et c'était pas du tout la même chose pour les comédiens que d'être sur la plage, d'avoir ce coucher de soleil, d'avoir du vent dans les cheveux, de pouvoir se projeter tout de suite sur le rendu final, de sentir le sable. Il y a un truc très réel qui leur permet vraiment de plus rentrer dans l'émotion et de plus faire leur boulot de comédien finalement. Donc l'intérêt il est là, et puis c'est con, mais comme il y a du vent, vous imaginez les cheveux sur fond vert, quoi. Et là les cheveux ils sont directement intégrés dans le décor, et c'est un truc on n'y pense pas, mais ça nous entraîne dans la scène, ça donne ce réalisme, et on peut créer cet univers qui n'appartient qu'à eux, parce que on peut choisir la DA de ce vortex, et on part d'une plage qui est photoréaliste parce qu'elle a été complètement scannée par Fix, et après on va la digitaliser et on va mettre des trous dans les rochers parce qu'en fait c'est des drones, et que peut-être que les drones ils ont un peu bugué, qu'il a demandé le fichier un peu trop tôt, il manque 2% de chargement, et du coup on peut créer des glitches, et du coup ça crée cet espace, vraiment cette espèce de deuil du cyclone où eux deux se retrouvent dans cette faille spatio-temporelle, et ça n'appartient qu'à eux, et dans une DA qui n'est que pour Vortex, quoi. Donc c'est assez grisant en fait de voir déjà le rendu final propre à la série. Pour la production, qu'est-ce que ça change en termes d'organisation du plan de travail, du rythme, de nombre de jours de tournage? Parce que finalement, c'est pas tout à fait comme des tournages classiques. Comment justement vous avez organisé ça en disant voilà, on a des séquences qu'on aurait peut-être fait avant sur la plage en termes de durée, voilà, comment ça s'est déroulé? C'est un peu complexe comme réponse parce que Vortex est un prototype, et donc ce qu'on a fait c'est totalement expérimental. Donc je peux en parler par rapport à notre expérience, et encore je ne sais pas si je vais dire que des choses exactes, mais en tout cas juste moi je souligne encore ce qu'a dit Slimane, c'est vraiment le supplément d'âme que ça a apporté à notre série, parce que c'était des scènes hautement émotionnelles, et le fait d'avoir cette technologie là c'était vraiment hyper adapté pour pouvoir optimiser ces séquences et avoir le rendu le plus, parce que ce sont vraiment des scènes longues et très émotionnelles, donc il fallait que ça défonce tout un peu de ce point de vue-là. Par rapport à, moi j'ai que cette expérience-là en production virtuelle, déjà c'est compliqué d'y répondre, parce que déjà on est passé de décor naturel en Bretagne à du décor en studio à Épinay. Donc déjà, c'est plus pareil de tourner en studio, quoi. D'ailleurs, Slimane l'a déjà bien expliqué. Après, en termes d'organisation, l'équipe se densifie, puisqu'il y a beaucoup plus, il y a des ordinateurs dans le studio, il y a des machines qui tournent. Il y a toute une technologie qui est mise en place. Donc forcément, la physionomie du tournage évolue. Après, c'est vrai que c'est assez spectaculaire de voir ce gigantesque écran LED, cette immersion du décor, de la plage qu'on a tourné en vrai, etc. Après, ce que ça change surtout, c'est toute la technologie. Sur les journées de tournage, ça reste des journées de tournage. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. C'est un tournage en studio avec toutes les contraintes que Slimane a évoquées, c'est-à-dire tous les réglages, les pré-réglages. Pour nous, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que nous, producteurs, Iris et moi, on est en train de voir le résultat, puisqu'on a vu la première soirée, la première soirée montée. Donc on n'est pas du tout au bout du processus de post-production, mais ce qu'on voit comme avantage, c'est vraiment l'aspect prédéfini des choses qu'on n'a pas du tout en post-production. C'est-à-dire quand on commence à tourner sur fond vert, ce que j'ai pas fait d'ailleurs beaucoup dans ma vie, un petit peu sur certains aspects de série, mais on ne sait pas parfois où ça s'arrête en fait, et puis on ne sait pas le temps que ça va durer, tout ce que ça va générer aussi financièrement comme ajustement. Je ne dis pas que là tout est maîtrisé, parce qu'il y a forcément des choses qu'il va falloir, pour parler vulgairement, reprendre un peu à la main parfois dans ce qui a déjà été tourné, mais en production virtuelle. Mais en fait, il y a quand même un aspect coût un peu plus maîtrisé. Il y a une projection financière peut-être un peu plus précise et des contraintes un peu plus prédéfinies. Mais ça se met en place quand on a des équipes hyper coordonnées. Moi, je m'en rends compte. J'ai essayé de suivre ça un peu de loin, parce que je ne suis pas en immersion totale, pas de loin, mais je ne suis pas en immersion quotidienne comme les équipes. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas toute cette préparation, s'il n'y a pas ce storyboard comme l'a fait Slimane, en fait, ça ne peut pas marcher, parce que le jour J, quand on tourne, c'est tellement complexe, en tout cas de l'extérieur, pour un peu un béotien de la technologie, peut-être comme moi, c'est pointu. Donc on ne peut pas faire ça n'importe comment. Il n'y a pas beaucoup d'improvisation.
Et puis, il y a encore en plus le manque d'expérience qu'on a tous, c'est-à-dire qu'on est en mode expérimental. Donc, il y a encore plus cette inquiétude de peut-être se rater. Ça veut dire Donc, aussi intégrer un temps de préparation beaucoup plus important que sur un tournage classique? oui, après, moi j'ai l'impression en tant que producteur que j'entends toujours que les temps de préparation manquent, que ce soit un tournage classique, moins classique ou pas du tout classique comme Vortex. J'entends toujours, on n'a pas eu assez de temps de prépa, ce que je peux comprendre. Après, tout ça, après, on est dans des schémas où on a un certain nombre de semaines pour préparer, mais c'est sûr qu'une série comme celle-là, je pense même sur certains aspects, on a manqué un peu par moment de temps de prépa, mais en réalité, je pense qu'on s'en est sorti. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas y aller freestyle, c'est-à-dire que c'est des mois avant qu'il faut réfléchir, penser les choses. Alors après, je suppose qu'avec l'accumulation d'expérience de chacun, si Slimane, si Neo7, si Fix refait un nouveau tournage de production, ou nous, producteurs, si on refait un tournage de production virtuelle, on n'aura plus la même approche, puisqu'on l'a déjà vécu une fois. Néanmoins, en tout cas, dans notre cas ici, c'est sûr que la préparation était essentielle. Et puis, moi, j'ai fait des réunions avec eux tous, où j'étais plus à l'écoute que vrai participant, parce que c'était très technique, tout ce qui s'échangeait. C'était assez impressionnant en termes de recherche et développement. Mais c'est aussi le côté hyper excitant du truc. Voilà. Et la prochaine expérience on aura été un peu déniaisé, donc on l'abordera encore différemment. Mais après, voilà, ça reste des tournages, enfin, ça reste un tournage quand même, c'est un peu lourd financièrement, on n'a pas encore tout mis bout à bout, mais en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était assez passionnant, Et au niveau de la réalisation, c'est vrai que ça implique aussi de fixer peut-être parfois les choses beaucoup plus en amont, alors que parfois les réalisateurs aiment se donner un petit peu de liberté, d'improvisation, des choses qu'ils verront un peu plus tard. Est-ce que ça t'a obligé justement à avoir une approche très différente par rapport à ce que tu faisais d'habitude? Comme je te disais tout à l'heure, en fait, il y a un moment où il faut être hyper sharp quand on fait du VFX. Vraiment, il faut qu'on sache quel plan on fait pour que les gens ne travaillent pas dans le vent et pour que ça marche in fine. Et puis il y a des endroits où on peut être plus souple. Mais grosso modo, non, je voulais compléter ça d'ailleurs, c'est qu'on parle beaucoup du storyboard, mais par exemple, il n'y a pas que le storyboard. On s'est rendu compte que on crée en fait l'univers du Vortex. On va créer la plage dans la météo Vortex, qui est une sorte de fin d'après-midi golden hour dans un ciel de nuages. Donc ça, c'est l'identité du Vortex. Et en même temps, il y a des séquences qui ne se passent pas en Vortex, qui se passent vraiment sur la plage 98 quand Mélanie est sur la plage. Donc il nous faut du temps couvert, par exemple, et puis il nous faut de la nuit. Mais sauf que, donc on se dit, on va faire un Unreal de nuit, on va faire un Unreal temps couvert. Sauf que quand on éclaire une nuit, en fait, on est toujours faux raccord lumière quand on éclaire une nuit, souvent. C'est-à-dire qu'on met toujours la lune à contre. Mais quand on a un décor Unreal, en fait, il faut choisir où on met la lune. Et donc, en fait, il a fallu anticiper de faire 2 décors Unreal, un pour le champ, un pour le contre-champ, une avec la lune qu'on voit dans le plan large et une avec la lune faux raccord pour le contre-champ. Il a fallu aussi anticiper le fait que dans des séquences, on fait des transitions du jour à la nuit. Et donc ça, c'est des choses qu'on fait en temps réel sur le plateau. Et quand on verra les effets, en fait, on se dira oui, c'est des VFX, alors qu'en fait, pas du tout. C'est vraiment des potards qui bougent et le monde se transforme sur le comédien. Les effets de lumière se font en temps réel, il n'y a rien qui est truqué. Et quand on doit repimper des trucs, on peut juste mettre un tout petit peu de vert à l'endroit où on sait qu'on va pimper le comédien, mais en fait toutes les backlights sont déjà intégrées et sont déjà vraies. Donc en fait, on a toujours une valeur ajoutée, même si c'est quelque chose qu'on retravaille derrière. On a quand même un rendu d'intégration qui, à mon avis, sera supérieur. Donc ça c'est hyper plaisant. Et en fait, en termes d'anticipation, moi j'aime beaucoup la technique, donc je m'éclate, mais en même temps, il y a plein de questions qui se posent au fil de l'eau, qui ne se poseront plus la prochaine fois, mais dans Vortex, on a deux séries optiques, une en anamorphique et une en plein format en fonction de l'époque dans laquelle se passe l'action. Et c'est con, mais de se dire, mais est-ce que la scène Unreal, est-ce que les capteurs, ils fonctionnent aussi en anamorphique, et est-ce qu'ils montent à 50 images ou 75 images secondes, tout ça, ça fait partie des trucs qu'on débroussaille au fur et à mesure, alors un peu au cul du camion, parce que c'est des questions, on ne peut pas tout anticiper d'un coup, mais voilà, après c'est vraiment un aller-retour avec les équipes de Fix de Neo7 sur comment on fait chaque séquence, est-ce qu'on va la faire en Unreal, est-ce qu'on va faire des plates, parce que des fois le traitement de l'eau, il vaut mieux faire des plates à 220 degrés parce que ça rendra mieux, des fois c'est plus de l'Unreal, des fois on fait un champ en plate, un contre-champ en Unreal, c'est un mélange de tout ça, donc ça fait partie de notre discussion, et puis des fois la mise en scène doit un peu s'adapter aux contraintes techniques, et puis des fois c'est les effets spéciaux, on leur dit non, ça on en a besoin, donc voilà, finalement ça demande de la souplesse des deux côtés, quoi.
Cédric, comment ça se passe ensuite au niveau de la post-production? Après le tournage, quand on récupère les images, il y a évidemment beaucoup de travail encore derrière. Avant de répondre à cette question, moi ce que je voulais dire surtout, ce qui est vraiment génial, c'est que de notre point de vue, du côté des VFX, on a bien sûr l'habitude de bosser en prépa avec les différentes équipes, mais là pour le coup, et pour la première fois avec cette techno, en fait, la team VFX travaille vraiment conjointement et parallèlement à toutes les autres équipes du film dès le premier jour de prépa. Et ça dans un seul et même but, d'être prêt le jour J du tournage. Et ça, c'est une vraie nouveauté pour nous, puisque on est présent sur les tournages, mais bien sûr, nous les premiers, on attend que ça soit tourné et monté pour ensuite véritablement attaquer nos fonds verts, nos matte painting, nos intégrations, etc., etc. Et ça, c'est vraiment le tournant via cette technologie. De notre côté, c'est qu'en fait, la post-production, en fait, paradoxalement, n'est plus que post. Elle travaille dès le premier jour de prépa. Vous faites partie de l'équipe de tournage qui change peut-être vos rapports avec la déco, la lumière. Totalement, parce que du coup, en fait, on travaille véritablement conjointement dans un seul et même objectif. Le plan de travail de telle et telle journée de tournage, y être prêt à l'heure et à temps. Ensuite, pour parler de l'après, donc là, actuellement, Slimane est en montage. Nous sommes en train de faire des tests sur les premières versions de montage, et notamment les séquences master, celles qui impliquent la fameuse scène du Vortex 2025, mais aussi les scènes de plage tournées à Épinay, qui sont pour le coup censées être photoréalistes et raccords avec les plans qui ont été tournés sur la plage de Corsin en live. L'exercice est surtout d'optimiser en fait ce qui a été tourné en raccordant strictement et parfaitement, notamment les jonctions de sable live au sol avec les projections de sable ou en tout cas les textures minérales de la scène Unreal. Ça va être un de nos challenges en tout cas pour la suite de notre travail. Et on est aussi dans un esprit bêta-testeur avec Neo 7. Il y a toutes ces données de tracking caméra, la caméra dans la scène 3D, sur le plateau, etc., qu'on a bien sûr récupérées, qu'en ce moment on est en train d'analyser pour les exploiter au mieux, en fait, pour aller encore plus vite en fait, dans la post-production. Puisque tout simplement pour intégrer une image, un effet ou quoi que ce soit, il y a des graphistes en fait qui font du tracking, etc., qui préparent, on va dire, les scènes pour les artistes qui vont travailler après eux. L'idée, c'est récupérer en fait ces données qui, elles, ont été captées le jour J du tournage pour accélérer le tempo et en fait ne se concentrer que sur vraiment la pure exécution et gommer certaines phases dites pour le coup vraiment assez procédurales et techniques, même si les trackers sont des artistes, hein, mais pour accélérer en tout cas vraiment le tempo de la post-prod et se concentrer sur la DA, parce que c'est ce qui nous intéresse tous. Tu disais que vous étiez un peu tous des bêta-testeurs sur ce projet. Il y a aussi ce lien avec le CNC. Vous avez eu l'aide CVS et en même temps, le CNC était intéressé par ce type de projet parce qu'ils sont tout neufs, tout nouveaux. Et il y a plein de choses à raconter. Et notamment, on a pu le voir avec ce petit film qui nous permet de découvrir évidemment tout ce qui a pu se passer. Justement, est-ce que tu peux nous dire quelques mots par rapport à ça, par rapport peut-être en termes de retour d'expérience, en termes d'organisation pour le futur, en termes de soutien financier peut-être? Sur ce projet, en fait, c'est vrai que l'approche qu'on a eue avec la team de Roman chez Quad Drama, c'était pas de présenter pour le coup un projet au CVS, pour le coup assez conventionnel, avec le devis, le breakdown et une note de 2 pages qui synthétise les grandes entrées de notre devis. On était pour le coup motivés et en même temps on présentait des technologies qui n'ont pas été utilisées foncièrement dans la fiction et le cinéma français.
Donc il était important en tout cas d'être assez tuto, pour le coup d'expliquer le choix de ces technologies, les expliquer véritablement dans des notes d'intention à la fois techniques et de direction artistique de post-prod, en présentant des références vidéo, voilà, un petit peu tutoriel. La première partie de la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, en fait, c'était justement un des éléments qu'on a présenté au CNC, puisque qu'on a conçu avant de présenter le dossier CVS, on était déjà en train de scanner la plage et préparer les éléments 3D. C'est une approche qui, pour le coup, leur a véritablement plu. Actuellement, il y a un nouveau collège au CVS, au jury. Et justement, en fait, on a bien aussi compris, enfin on l'a compris après résultat du CVS, qu'ils sont véritablement friands maintenant qu'on explique bien les choses, qu'on ait un autre discours, une autre approche en tout cas sur les VFX, et justement cette approche qui est un peu plus participative et être extrapoler les besoins de chacun, bien sûr la mise en scène, mais aussi telle et telle équipe qu'on pourrait appuyer via nos effets, via ce qui peut être fait en live. Là, pour le coup, a été quelque chose d'assez pertinent. Concernant les CVS, je peux rajouter une petite chose. Il y a une autre donnée, c'est qu'on a du rajeunissement numérique, puisqu'on est sur 2 époques. Ça se passe entre 2025 et 1998, donc on a des personnages qui vivent en 98, qui sont jeunes et qui ont été vieillis donc en MFX. Mais sur le héros, enfin Tomer Sisley, il a 52 ans en 2025 et 25 ans en 1998, et du coup ça fait partie du dossier qu'on a envoyé en plus de la production virtuelle. On fait du rajeunissement numérique, voilà. Donc ça a joué aussi dans la volonté d'aider, parce que ça coûte cher. Après, il y a aussi la réflexion, mais ça qui est un peu où sont maintenant les dépenses VFX, puisque effectivement des choses qui sont sur le plateau, qui sont au moment du tournage, mais en même temps, il faut préparer les assets. Donc voilà, on parlait notamment tout à l'heure du budget, la manière dont il s'organise, de structure. Il va y avoir sans doute des évolutions de ce côté-là, et en matière de pouvoir dire est-ce que c'est du tournage ou est-ce que c'est de la post-prod, du VFX. Est-ce que c'est... je crois que là, par rapport à... Est-ce que c'est de la production virtuelle ou de la... En fait, quand on est en tournage de production oui. virtuelle, bon, il y a à la fois des éléments qu'on amène, des assets digitaux, et en même temps, on est sur du tournage. Donc, il y a toujours tout le travail, toute la dépense qui est liée notamment au plateau virtuel. Justement, est-ce que tous ces éléments-là rentrent aujourd'hui dans du tournage ou dans du VFX? Voilà, peut-être. Je ne sais pas si c'est... une question pertinente ou pas. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est l'un ou c'est l'autre. C'est-à-dire, enfin, j'ai l'impression au maximum. C'est-à-dire, soit on se dit qu'on va faire les choses en post-production et ça se passera là, soit on les fait en production virtuelle, et tout ce qu'on peut intégrer au maximum doit être intégré pour avoir le moins de post-production possible. Sinon, l'équation financière peut pas fonctionner. Après, cette question, je peux pas y répondre. En fait, tout à coup, c'est ce qu'expliquait Cédric, c'est-à-dire que les VFX sont intégrés au tournage. Donc, il se passe sur le plateau. Je ne sais pas ce que tu peux rajouter là-dessus. En tout cas, il est vrai que le temps de préparation qu'on a mis pour optimiser cette plage 3D photoréaliste, prête à l'emploi, ce temps de travail est le même si qu'on les préparait pour le plateau ou si on l'avait optimisé pour la poste. Ça, c'est clair, sur une base fond vert intégrée. Cependant, vraiment l'avantage, et on en parlait encore tout à l'heure, l'avantage d'être en captation live, le confort de mise en scène, celui des comédiens bien sûr, mais et puis aussi sur la post-prod, tout de même, sur Vortex, on va être à peu près sur 200 plans truqués, peut-être plus. Ces 200 plans, Mélanie avec le vent dans les cheveux sur fond vert, ce travail de rotoscopie pour le coup qui est un travail assez chronophage, on ne l'aura pas, ou alors vraiment très peu ou quasiment pas, quoi. Oui, donc gain en post-prod en fait. Voilà, c'est un équilibre à trouver sur un volume de plans à tourner. Et voilà un volume de décor à optimiser. Il est vrai que
À l'origine, on ne devait travailler que la plage dans son vortex 2025, donc une plage, on va dire, assez stylisée, puisque, sans spoiler la série, elle subit cette faille temporelle, donc il y a des artefacts, etc. Donc on aurait pu jouer, de prime abord, on pouvait se dire, on est en plateau virtuel avec des écrans LED, donc si on a cette sensation de retour d'écran, on peut pourquoi pas l'assumer. Cependant, assez rapidement, avec toutes les équipes, il a été décidé pour que ce soit plus simple aussi pour tout le monde, d'avoir cette même plage photoréaliste dans différentes conditions météo, mais là qui servait pour le coup le jeu et la narration dite live de 98 ou autre, mais pas dans cette scène dite stylisée. Et là, pour le coup, avoir cette scène préparée une fois, la modifier la préparer pour un autre éclairage, etc. Là, ça nous a fait gagner du temps et paradoxalement, ça a aussi fait gagner du temps aux équipes de tournage de le tourner en plateau, puisque là, ils avaient une parfaite gestion d'une même météo, d'une même marée, et ça sur 8 heures de tournage, un luxe fantastique. Ouais, je voudrais juste... effectivement, moi j'ai eu des conversations avec les gens des CVS en cours de préparation. Effectivement, c'était intéressant ce que tu dis, parce que c'est que aujourd'hui les écrans LED sont considérés par le CNC comme étant plutôt de la même manière que les projecteurs. Et du coup, ils ne sont pas pris en charge comme étant un outil de VFX. Donc effectivement, tous les salaires, parce qu'il y a effectivement toute une nouvelle équipe qui arrive sur le plateau, hein, c'est vraiment ça, c'est quelque chose à organiser en prépa. Mais ça, qu'elle soit en prépa ou qu'elle soit en poste, finalement, ça revient un petit peu au même. Mais il y a une nouvelle équipe sur le plateau, ça qui est prise en charge par les CVS. En revanche, les LED en tant qu'outil de VFX, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'ils prennent en charge. Alors qu'à contrario, une station de compositing en post-prod va être prise en charge. Donc ça, c'est une discussion qu'on a entamée avec eux à l'occasion de ce tournage, et sur laquelle, moi, régulièrement, je les relance. Alors, je crois que tu es venu avec des images, peut-être pour qu'on revienne un peu sur le tournage, que je vais découvrir, je n'ai pas encore vu. Oui, alors j'ai été un peu en retard, donc c'est pour ça que c'est arrivé ce matin. J'ai fait un petit montage juste parce que on a fait donc la plage, on a fait aussi des rolling voitures, ce que disait Slimane tout à l'heure. Moi, j'ai fait un petit montage pour montrer un petit peu aussi comment ça se passe, les tournages, parce que le tournage des pelures, etc. Parce qu'il y a eu de la virtuelle production 2D et de la virtuelle production 3D. Donc voilà, avec des pelures 360, etc. Et de même sur la plage, en fait, il y a eu des traitements un petit peu différents. Ce qu'il disait tout à l'heure des fois on était en Unreal quand on était axé sur les falaises, parce qu'Unreal fait très bien les falaises et que du coup on profitait des changements de parallaxe. En revanche, Unreal fait moins bien la mer et les vagues, et du coup on passait sur de la pelure pour certains contre-champs. Donc voilà, j'ai quelques petits exemples des enregistrements sortis de caméra, et puis un peu de pelure et de voiture. C'est quelques... Voilà. Eh bien, je propose qu'on découvre ces images. Je crois qu'il faut juste qu'on appuie ici. Et sans son, alors je vais peut-être commenter au fur et à mesure. Voilà, ça on tourne les pelures avec un système qu'on a développé au printemps avec 2 caméras avec des optiques à 220 degrés qu'on va stitcher pour avoir un 360 degrés avec le moins possible de lignes de stitch, qui sont les lignes de collage entre les images, qui permettent d'avoir des grandes surfaces de travail sans un carré-corps. Ce que vous voyez bouger en haut, ce sont des projecteurs virtuels qu'on peut rajouter un petit peu dans les écrans pour se servir de la puissance lumineuse des écrans sur le plateau. Voilà quelques images de la voiture. Ce qui est important aussi, voilà, c'est tout ce qu'on va ramener de réel. On parlait du sable sur la plage, mais là, c'est de mettre les voitures sur vérin pour qu'elles bougent, effectivement, qu'il y ait de la vie un petit peu partout sur le plateau. On va rajouter du vent, on va rajouter une voiture qui est sur vérin, qui bouge. Vous voyez la moto qui s'éloigne sur vérin. Voilà, puis ça, c'est quelques petits exemples de ce qu'on avait. Vraiment, c'est de la sortie de caméra, donc 2025 dans le Vortex, sur le décor Unreal, la fameuse plage dont on parle depuis tout à l'heure, qui est faite en photogrammétrie, avec cette Golden Hour en permanence. Vous voyez, on voit les petits artefacts bleus sur la falaise derrière. Et on a effectivement donc la maîtrise sur le plateau, on a la maîtrise du ciel, on peut tourner le ciel, choisir ce qu'on veut mettre à l'arrière-plan, on peut étalonner le ciel séparément du sable, séparément des rochers, enfin voilà.
Ça, c'était du Unreal sur côté falaise. Ici, on est sur de la pelure qui est reprojetée donc en trompe-l'œil sur les murs, avec, vous voyez, le sable et les faux rochers à l'avant-plan. Là, typiquement, on a de l'étalonnage par zone sur le ciel pour récupérer de la matière dans les nuages, et puis des étalonnages par zone pour faire matcher les couleurs de sable entre le réel et le virtuel. Et puis là, une nuit, je ne sais même pas comment l'appeler, une espèce de nuit américaine qui n'est pas vraiment américaine. Enfin, voilà. Voilà, merci. Leur tour, je propose peut-être de prendre une ou deux questions dans la salle, si c'est possible. Voilà, peut-être de mettre la lumière dans la salle. Voilà, si on peut rallumer juste la salle, s'il vous plaît, parce que ça permettra de voir les mains qui se lèvent, parce que là, je ne vois rien du tout. Oui, voilà. Question là-bas. Plusieurs questions. Bon. Il y avait une main qui s'est levée là. Merci beaucoup, merci pour la présentation. Vous parliez à un moment de multicam avec plusieurs scènes Unreal en même temps. Est-ce que vous pouvez préciser un tout petit peu le setting que vous utilisez du coup? Merci. Oui, il y avait donc un disguise avec 3 nodes de rendu. Et donc il y avait une node qui rendait pour la caméra 1, un frostum pour la caméra A, une node qui faisait un rendu pour la caméra B, qui était donc traquée séparément. On pouvait choisir laquelle était prioritaire, c'est-à-dire que s'il y avait un moment les frostums c'est le rectangle qui correspond à ce que voit la caméra. S'il y avait les frostums qui se croisaient, on pouvait donner la priorité à la caméra A ou à la caméra B. Et il y avait une troisième node qui rendait tout ce qui était à l'extérieur de ce que les caméras ne voient pas. Je crois qu'il y a une autre question. Voilà. Ah, il faut juste un problème avec le micro. Attendez, on va vous passer attendez, un micro. Voilà. je vais vous l'apporter. Une seconde. Voilà, on peut faire de la projection virtuelle, mais on n'a pas encore tout résolu les problèmes de micro. Donc ça, il y a encore beaucoup de travail de ce côté. Merci, bonjour. Vous parliez tout à l'heure beaucoup d'optimisation de la scène pour que ça puisse être projeté en live sur le plateau. Est-ce que déjà, quels étaient les défis qui étaient à relever par rapport à, j'imagine, la résolution énorme de l'écran, faire du rendu en temps réel à cette résolution-là, et est-ce que vous avez pu explorer des options telles que on a vu le DLSS ou du upscaling temporel, des trucs comme ça, ou est-ce que c'est des pixels bruts qu'on voit sur l'écran? Et aussi, vous parliez de transition entre la nuit et le jour qui se passe en direct devant la caméra. Je veux savoir comment se passait comment ça se passait pour l'illumination globale en fait. Est-ce que il y a des solutions de ray tracing en temps réel qui sont implémentées, ou est-ce qu'on est on switch entre deux bakes d'éclairage différents? Alors, en tout cas, pour la première question, nous, notre travail d'optimisation de la scène 3D l'été dernier, c'était vraiment de monter un max en définition, dans un temps réel, bien sûr, mais en poussant au maximum l'affichage en framerate, puisque le plus de définition avec un maximum d'images cadencées à la seconde, on pouvait tenir, nous, sur nos outils de post-prod, en tout cas sur les outils Unreal. Le mieux, c'était dès lors qu'on arrivait en fait en configuration plateau, parce qu'en configuration plateau, là pour le coup, d'autres problématiques arrivent, à savoir l'affichage des écrans. Et selon le framerate du coup de là ou des caméras, c'est à ce moment-là qu'il fallait aussi optimiser la fréquence d'affichage des écrans. Et donc du coup, en baissant la fréquence d'affichage des écrans pour éviter d'avoir des choses qui laguent dans la caméra, forcément on baissait en qualité, en tout cas en définition. Donc quand nous on devait optimiser vraiment en amont, c'était parce qu'on savait qu'on aurait forcément
dès lors que la caméra allait vraiment aller dans les tours, ou dès lors qu'on aurait 2 caméras affichées dans les écrans, on savait qu'on allait perdre vraiment en def et en relief et en modelé de la plage, que ce soit le sable et tout ce qui était minéral, falaise, cailloux, etc. Oui, je suis d'accord. On a eu quelques moments où sur quelques endroits un petit peu difficiles de la scène, on baissait en framerate, et donc de temps en temps, on avait besoin de tricher. On affichait d'une manière générale, je dis ça de mémoire, hein, sous couvert de gens dans la salle, on était sur du 3,2K affiché en permanence dans les frostums. Et de temps en temps, quand on avait besoin d'optimiser un petit peu, on descendait à 2,8, 2,6K. Voilà, d'affichage pour gagner quelques images sur ça. La deuxième question, pardon, c'était quoi déjà? L'illumination. Ah oui, alors le changement jour-nuit, il a été fait, c'est un peu secret de fabrication, hein, mais en gros, on l'a un peu triché, c'est qu'on lançait 2 instances d'Unreal sur une seule et même caméra, traquée sur un seul et même tracker, et on passait de l'un à l'autre avec un DMX. Voilà, c'est des petites triches comme ça, c'est vraiment des trucs de... Un truc de VJ, quoi. Ouais, c'est ça. Juste pour conclure, en termes de retour d'expérience justement sur ce tournage, est-ce que vous pensez, voilà, au niveau de la réalisation, de la production, que cette technique est amenée à se développer? Pour quel type de séquence? Moi, je vais faire une réponse de producteur. Je pense que, enfin, de producteur très attaché à l'éditorial, et ce qu'on s'est dit avec Iris encore, c'est que c'est une technologie et avec Slimane aussi, qui s'est adaptée. Enfin, disons qu'on a adapté la technologie à ce que nécessitait la série en termes de narration, d'histoire et d'effets, en fait. Après, là, c'est très spécifique à notre série, avec ce double tournage entre plage réelle, plage virtuelle, et que c'est vraiment plutôt là que se concentre, enfin, c'est là que se concentre toute la technologie. Donc, c'était très justifié. Enfin, moi, je pense qu'on a pris tout ce temps qu'on est la meilleure option pour tourner cette série, et je pense qu'on est ravis, enfin en tout cas de l'expérience que ça a généré pour nous. Après, en effet, pour les scènes de poursuite, pour les roulings, je pense que ça a un vrai intérêt. On le voit tout de suite, c'est assez immédiat, parce que c'est quand même une galère d'aller tourner en rouling avec des voitures, enfin voilà, tout le barnum que ça, pour en avoir tourné quand même quelques-unes. Donc ça, je pense que c'est très très bien. Après, moi, je ne me rends pas compte, en fait, en fonction d'autres projets, mais je trouve que sur des projets plus classiques, je ne sais pas, hormis certaines séquences spécifiques, je veux dire, nous, c'était quand même beaucoup de préparation et 15 jours enfin, c'est ça, hein, 15 jours de tournage en production virtuelle, c'est quand même beaucoup sur l'ensemble d'une production, et je pense que ça se justifiait de par l'écriture de cette série. Après, sur un projet plus classique, je pense que de toute façon c'est une technologie d'avenir, c'est évident. Quand on voit ça, on se dit c'est tellement plus fluide et tellement plus organique d'avoir un décor projeté sur un écran LED gigantesque. On a l'impression d'être dans un décor. En plus, comme sur le Mandalorian, on a les 12 tonnes de sable qui sont là, qui a les faux rochers, et que c'est assez magique. Après, ça a un coût. C'est un coût humain, financier, d'organisation. Donc faut vraiment le justifier. Enfin, nous, c'était ultra justifié. Après, je crois que chaque projet a ses spécificités. Donc, justement, du côté de Neo7, parce que vous avez reçu évidemment d'autres tournages, on parlait des séquences de rouling, et justement, il y a des séquences un peu récurrentes qui viennent chez vous? Alors, il y a beaucoup de séquences de voitures, et là, on en prépare encore pour des petits films, pour des gros films, avec de la cascade, ou simplement parce qu'il y a du volume à faire sur la série d'Assayas. Là, on a fait 17 séquences de voitures sur 3 jours, c'est sur 8 x 52, donc forcément, ça représente du volume, et pour eux, c'est intéressant à la fois de gagner du temps, parce qu'on tourne vraiment beaucoup plus vite, et d'optimiser leur cachet comédien, etc. On a fait un petit film indépendant au printemps. Ils avaient prévu 2 semaines et demie, ils avaient prévu 12 jours de voiture travelling au plan de travail. Ils ont tourné en 5 jours en plateau LED. C'est pour se donner un petit peu le ratio le temps gagné. Ils ont fait 1 heure sup dans la semaine. Enfin, ouais, il y a eu vraiment un gain de temps qui, pour eux, économiquement, faisait qu'ils ont gagné 7 jours de tournage.
donc 7 jours d'équipe, etc. Il y avait un truc cohérent. Les autres projets qu'on fait qui sont forts. En fait, c'est le seul projet vraiment SF qu'on a fait. On a fait quelque chose qui se passait dans l'ISS, avec des découvertes sur la Terre, etc. C'était hyper beau, avec des découvertes très dynamiques, très lumineuses. C'était hyper bien intégré. Il y a tout ce qui est découverte quand on est sur du décor construit, de venir construire un petit bout de mur, de ramener en fait les écrans LED sur un décor construit, soit qu'on l'utilise d'habitude et pour une séquence on a besoin de quelque chose. Voilà. Donc il y a quand même pas mal d'utilisations possibles. Nous, on travaille beaucoup à rendre ça cohérent avec l'économie de la fiction française, parce que Mandalorian, c'est Mandalorian, mais il n'y a pas beaucoup de Mandalorian en France. Voilà. Et sans oublier que voilà, c'est toujours pareil, le plus important, c'est qu'est-ce qu'on veut raconter, c'est ce qui se passe entre la caméra et les écrans, finalement, c'est les comédiens et l'histoire qu'on raconte. Très bien. Merci messieurs d'avoir partagé justement cette expérience de Vortex. Donc, la série est actuellement en post-production. On pourra la découvrir plutôt a priori sur la deuxième partie de l'année 2022 sur France 2. Voilà. Merci à vous. On va maintenant faire une petite pause et on se retrouve à 16h30 pour la prochaine étude de cas. Merci.